Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Prends le micro. Ça fait quelque temps qu'on n'était pas actif sur les réseaux sociaux et nous voilà aujourd'hui en direct avec Julien Corté, le coach de La Rochelle, qui nous fait le plaisir de venir discuter avec nous en cette belle matinée. Salut Julien, bienvenue à toi et je te laisse te présenter pour nos auditeurs. Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, Julien Cortec, 44 ans, entraîneur principal à La Rochelle en Betclic Elite depuis cette saison et à La Rochelle depuis 3 ans. Je souris parce que belle matinée, j'ai la fenêtre à côté. Chez nous, c'est pas une belle matinée. Disons que tu vas nous ensoleiller l'interview et donc la matinée de tout le monde. Voilà, Merci à toi en tout cas d'avoir accepté l'invitation. merci pour l'invitation et je suis très content d'être là. Ben, c'est génial. Je te pose directement avec une petite nouveauté pour les nouvelles vidéos, enfin, nouveautés. Je te pose la question, tu es le premier à passer sur le tu préfères. Voilà, alors la question est la suivante. Tu préfères faire une sélection en équipe de France, donc tu es dans la peau du sélectionneur, en one shot, ou tu préfères rester coach en Betclic Elite toute ta carrière? Ah, donc quand on dit one shot, c'est une journée, un Ah match, ouais. rien de Là, plus. t'es une journée à un match et après ils te disent bah, merci de tes services et, euh, et on passe à quelqu'un d'autre. Waouh! Dilemme là quand même. Parce que en tant qu'entraîneur, la sélection nationale, c'est quand même le Graal. Mais bon, je me dis one shot et après je fais plus rien. Ah, c'est un énorme dilemme. C'est une question qui est vraiment, ouais, qui est vraiment difficile. Moi, je suis quelqu'un de discipliné qui m'impose une discipline pour avoir des objectifs à long terme et contrôler ça. Donc si je suis ce que je suis, je veux pas le plaisir immédiat, mais le plaisir à l'issue d'un travail acharné et continu. Donc, clic à long terme. Je l'entends totalement. C'est, c'est vraiment une question compliquée et je pense que la réponse a été compliquée aussi. Exactement. Mais Mais merci en tout cas d'y répondre avec sincérité. avec plaisir. J'ai perdu mon âme d'enfant, je veux plus le bonbon tout de suite. J'attends un peu. C'est top. Alors, on va parler un peu de toi, de ton histoire. Comment tu es arrivé au basket et qu'est-ce qui t'a poussé à pratiquer ce sport? Moi, ça a été très simple. Je viens de Neulise, un village de 1300 habitants dans la Loire, à 20 km de Roanne, entre Roanne et Feurs. 20 km de Roanne, 20 km de Feurs. J'habitais à 200 mètres de la salle de basket. Mon père jouait au basket, ma mère jouait au basket. C'était ou foot ou basket à l'époque dans le village. Et naturellement, j'étais enfin, quasiment tous les jours, tous les week-ends à la salle. Donc à jouer avec un ballon petit au départ, et puis après, voilà, toutes les catégories, mini poussin, poussin. Naturellement, j'ai toujours aimé, enfin, j'ai baigné dedans, donc ça s'est fait naturellement, mais c'est devenu, ouais, on jouait à la maison, j'ai deux frères et une sœur. On jouait tous les jours à la maison, on allait à la salle, on passait notre vie au basket. Donc ça s'est fait naturellement. Donc j'ai d'abord été joueur, euh, bénévole dans le club longtemps aussi, où j'ai entraîné assez jeune. À partir de 14 15 ans, j'ai entraîné. J'ai toujours aimé entraîner aussi. Alors j'ai kiffé jouer. Euh, J'étais un joueur, mais joueur au sens, j'adorais le jeu. Et voilà, après j'ai été entraîneur, je jouais. J'ai commencé très tôt, voilà. Mais comment je suis venu dedans? Bah, un petit peu je veux dire par filiation familiale. Enfin, mais j'ai envie de dire pas par obligation. Personne nous a obligés, mais c'était naturel, quoi. Et le basket, c'est toute ma vie depuis tout petit, quoi. Une vraie Ouais, passion. ouais, c'est venu parce que tu étais là et que c'était le sport qui t'est apparu le tien, quoi. Et exactement. Mes deux frères jouent au basket, ma sœur joue au basket. Enfin voilà, maintenant, c'était un village et une famille basket. Et ouais, c'est comme ça, quoi. Bah ouais, carrément, ça s'explique pas en fait. Non. Ça vient et c'est comme ça. Et je Et suis toujours. justement, à quel moment tu t'es dit, je vais commencer à entraîner, à animer, à entraîner? Tu disais que ça arrivait très jeune, mais peut-être qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que
Tu t'es dit, tiens, je vais transmettre. J'ai commencé, ouais, jeune. Je pense qu'à 15 ans, je devais déjà entraîner des tout petits. Déjà, à Neuilly, dans notre village, il fallait des bénévoles et tout le monde était vraiment impliqué dans la vie du club. Donc, je pense qu'au départ, c'était aussi ça. Comment je peux me rendre utile? Bon, je préfère entraîner que tenir la buvette, par exemple, ou que arbitrer, parce que c'est vraiment, enfin, je me rappelle à l'époque, et ça marche encore comme ça. Je suis toujours très proche hein, du club. Je suis très proche de la présidente, du président. Je vais les voir dès que je peux. Euh, Tout le monde mettait la main à la pâte. Moi, je me suis dit comment je peux aider. Bah, je préfère entraîner que arbitrer le week-end ou que tenir une feuille de marque ou que tenir la buvette. Ça a toujours été ça. Et puis, mon père était entraîneur. C'est Ouais. lui qui nous a entraînés depuis tout petit. J'imagine aussi, bah, voilà, c'était un petit peu le modèle, donc j'ai voulu peut-être faire pareil. C'est loin tout ça parce que je me rappelle pas avoir eu. Bah, il n'y a pas un jour où je me suis dit, ah, je veux être entraîneur. Mais je pense que c'était participer à la vie du club. Qu'est-ce qui me plaît? Mon père a toujours fait ça. Et puis je suis quelqu'un qui, depuis très jeune, j'aime bien, je suis assez, ouais, je prends les choses en main. Je suis un leader, déjà sur le Ouais. terrain. Euh, ouais, ça s'est fait un peu naturellement. Et j'ai un petit frère qui a 10 ans de moins que moi. Euh, donc je l'ai entraîné en fait. Quand lui, il a démarré le basket, je l'ai entraîné, lui et ses copains de sa génération, et je les ai suivis je les ai entraînés pendant de longues années. Jusque, je me rappelle pas exactement, mais je pense qu'en minime cadet, je les entraînais encore. Peut-être pas cadet. Mais au moins jusqu'à 14 15 ans. Après, je suis parti, mais ouais, c'est une histoire familiale et une Ouais, histoire. c'est venu comme Ouais, ça, ouais, c'est venu ouais, comme ça. clairement. Je te demande ça parce que moi, justement, quand j'ai commencé à entraîner, je me rappelle vraiment de l'anecdote parce qu'il y avait un Américain qui s'appelait Lindsey Hurston, que je salue d'ailleurs, qui était au Canet Côte d'Azur Basket à l'époque et qui était manager général du club. Et moi, j'arrive avec mes 14 ans et puis je joue sur le côté. En fait, au gymnase, il y a plein de paniers sur les côtés. Je jouais. Et puis un jour, il était fatigué et il me dit, écoute, enfin, aide-moi, je te donne un exercice, fais-le. Et pendant ce temps, je vais faire une sieste. Et en fait, il m'a mis le pied à l'étrier, lui, comme ça. Et aujourd'hui, je le remercie parce que j'entraîne toujours. Mais c'était ouais, c'était assez marrant. C'est pour ça que je pose toujours cette question. J'aime bien savoir un petit peu d'où ça vient. Et bah, tu vois, moi, ça s'est fait naturellement via la fatigue du bonhomme. Ah, c'est une Et, sieste, quoi. et toi, c'est l'aspect familial, quoi. Ouais, et puis je pense que j'aime transmettre. Mais ouais, même jeune, j'avais toujours un regard critique sur les entraînements, sur ce qu'on faisait, sur la pratique. Donc, j'ai toujours aimé comprendre pourquoi on faisait les choses, essayer d'analyser, d'améliorer. Donc, je pense que ouais, Bah, ça se fait naturellement en tout cas. c'est tout à ton honneur en tout cas. Et tu parlais de ton papa du coup qui pouvait être modèle. Est-ce que tu as un modèle ou une personne qui t'a inspiré pour bâtir ta carrière de joueur dans un premier temps, puis d'entraîneur aujourd'hui? Euh, hmm, non. Enfin, non. Non, j'ai regardé. Je sais pas comment dire. Je regardais. Déjà, j'ai été. Entre guillemets, j'ai fait une petite carrière de joueur, hein. J'ai joué en N1, pas plus. Euh, Ah, c'est déjà beau. oui, oui, c'est déjà beau, mais enfin, voilà, j'ai pas joué en Betclic longtemps. Hmm. Euh, mais en fait, j'ai été joueur pro par hasard. C'est arrivé sur le tard. Parce que j'ai joué longtemps dans mon club. Je voulais pas partir de mon club de Neuilly. On est monté en Régional 1. Après, j'ai eu l'opportunité d'essayer en N3. Et puis après, j'ai joué en N1. Et bon, de fil en aiguille, j'ai joué une 10 12 ans. Mais c'était pas un rêve, c'était pas quelque chose, je veux être joueur pro. C'est vraiment arrivé par hasard. Moi, j'ai passé mon bac S. Après, j'ai été en DUT. Après, j'ai travaillé un petit peu. J'ai passé une licence sciences de l'éducation. Enfin, j'étais vraiment pas programmé pour ni jouer ni être entraîneur à la base. C'était loin de tout ça. Tout ça, c'était très loin de moi. Et comment dire Ouais, ça s'est créé comme ça, un peu. J'ai créé comme ça. Donc, j'ai pas dit, j'avais pas de modèle. Je me suis pas dit.
j'aimais Ouais, bien les je vais joueurs, je suivre regardais ça. voilà, j'aimais bien la NBA, je regardais à l'époque, même le championnat de France, mais je me suis jamais identifié en me disant, je veux faire ça, c'est ça que je veux faire. Je me suis, bon, en tant que joueur, j'allais dire construit tout seul. Bon, il n'y avait pas grand-chose à construire, mais même maintenant, en tant qu'entraîneur, je regarde beaucoup de matchs, je regarde beaucoup de cliniques, d'interviews, de podcasts. J'aime bien. Bah, enfin, je vais rien inventer, hein, je suis les cliniques d'Obradovic. Là, en ce moment, le coach en vogue, c'est Thomas Issalo. Je regarde un petit peu ça, mais. Hmm, Je je me construis tout, enfin tout, comment dire tout seul. Ouais, un peu tout seul. J'ai pas un modèle. Je me dis, Ouais, je je vois pense ce que qu'on tu veux va dire. faire. Hmm. En tout cas, le point de bascule et celui qui m'a fait vraiment switcher pour devenir entraîneur, c'est Jean-Michel Sénégal, euh, que j'ai eu en coach. Bon, qui a été un joueur incroyable, hein, mais et que j'ai eu en coach au Puy. Et lui, il m'a fait switcher. Alors, switcher son approche du jeu, son côté stratégique, où ouais, j'ai découvert beaucoup d'autres facettes, et puis une approche en se disant, c'est un métier, je peux en faire mon métier, c'est un métier, et il y a plein de choses que j'aime là-dedans, en fait. Il y a l'aspect tactique, il y a le management, il y a l'humain, il y a... Quand tu es joueur, tu as une vision... Ouais, t'es joueur, tu vois ton sillage à toi. Ouais, 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 ouais. Quand Exactement. t'es entraîneur, t'as tout le monde à Lui m'a regarder. et je me suis dit waouh. Et alors le point de bascule, je pense que c'est avec lui. Et vraiment, je lui ai pris beaucoup de. Ouais, bah, après, on s'imprègne soit de ce qu'on voit, soit des coachs qu'on a eus, soit des cliniques. Enfin, j'imagine qu'on se construit. Quand tu es assistant, tu te construis aussi avec l'entraîneur principal. Hmm. Voilà. En tout cas, moi, je me suis beaucoup servi de ce que j'ai vécu avec lui pour me construire. Ok, bah c'est intéressant. Et je te pose une deuxième question, peut-être complexe également. Tu as une sensibilité de coach plutôt offensive, plutôt défensive, ou est-ce qu'aujourd'hui on cherche justement la bascule entre les deux pour être fort des deux côtés du terrain? Clairement, aujourd'hui, maintenant, il faut être fort des deux côtés du terrain. On parle beaucoup de basket total maintenant. Après, moi, je suis convaincu que gagner des titres, gagner, si on gagne l'année dernière avec La Rochelle, si on est champion de France, si on monte, c'est parce qu'on défendait. Parce qu'on défendait dur. Mais clairement, maintenant, il faut défendre. Il faut défendre. Il faut très bien attaquer. C'est un équilibre. Et on peut pas dire on va faire que défendre et gagner des matchs en 50 points et pas être capable. C'est un tout. Mais je pense que bah, en tout cas, pour moi, ce qui m'anime, c'est d'abord de construire un collectif défensif. Parce que forcément, il faut être très bon en attaque, mais la défense, elle est... Comment dire moi, dans mon management et dans ce que j'attends des joueurs, il y a un gros socle de fondamentaux, mais sur les attitudes. Euh, Ouais, tout à l'investi- l'heure, tu disais que tu étais quelqu'un de discipliné, et automatiquement, forcément, ça va se ressentir, parce que si en attaque, tu peux être, on va dire que l'instinct peut prendre le dessus. En défense, si on veut vraiment défendre à 5 et puis à 10 ou à 12 selon le nombre de joueurs qu'on a, effectivement, si tu veux défendre, il faut que tout le monde soit un petit peu discipliné dans le même sens. Et Ouais, je peux comprendre, ouais. il y a ça, c'est la discipline, mais c'est toutes les valeurs que la défense dégage. Ouais, ouais, aussi, aussi. Le travail de l'ombre, c'est les attitudes, c'est on se donne pour l'équipe, une bonne énergie, c'est vouloir défendre avec son copain, c'est la solidarité et tout ça. Et je pense qu'on construit quelque chose autour de ces valeurs, donc notre base défensive. Euh, et après, forcément, il y a l'attaque. Donc, moi, ceux qui me connaissent diront, il est plutôt, et je peux dire plutôt défensif, mais tout est lié. J'aime bien les Ouais. belles attaques, j'aime Mhm. bien le jeu de relance, le partage du ballon, euh, tout ça. Mais clairement, je pense que pour gagner sur la longueur, une assise défensive,
Et on est moins dépendant de ce qui fluctue. En attaque, on peut très bien jouer, ce qui a été notre cas pendant quelques matchs, mais et arrivé en bout de chaîne, on met pas les tirs. Le facteur, l'adresse, ça fluctue. Donc il y a des matchs, on peut très bien jouer et pas mettre dedans. La défense, on contrôle quasiment tout. Et puis quand j'entends la défense, moi, quand j'entends c'est 10% de tactique et 4, ou 20% de tactique et 80% d'envie, pour moi, c'est totalement faux, ça. C'est la défense, tu peux tout contrôler, tout contrôler. Et c'est tactique, c'est précis sur les écrans porteurs, sur les écrans non porteurs, sur le tout-terrain, défendre les espaces ou pas les espaces, les attitudes qu'on a sur les joueurs, dans les espaces, dans les gaps, sur la balle. Tout ça, c'est très précis et on peut quasiment tout contrôler. Voilà. C'est intéressant justement ce que tu dis, parce que c'est vrai que pendant longtemps, il y avait ce mythe, entre guillemets, de 10 ou 20% tactique et puis 80% d'envie. Et effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec la montée en puissance des joueurs offensifs, bah, il faut être encore plus méticuleux défensivement si on veut arrêter un petit peu, si on veut un petit peu arrêter les attaquants, quoi. Et est-ce que tu pensais en arriver là aujourd'hui? Aujourd'hui, coach Betclic Elite, voilà, est-ce que tu pensais que ça allait t'arriver? Moi, quand j'ai commencé, j'ai dit je veux aller au plus haut niveau. Je me fixe pas de limite. Je me dis pas que ça va être facile. Je me dis pas que je vais y arriver à tout prix, mais j'y crois. Et j'y crois tous les jours. Moi, on m'a dit quand j'ai commencé à coacher. Alors, quand j'ai switché, quand c'est devenu mon métier, parce qu'avant, j'ai coaché les jeunes, j'ai coaché l'équipe 2. Je switch à Feur en 2015. Je passe de joueur N2 à 35 ans à coach N2. Ouais, j'ai des ambitions et je veux aller au plus haut niveau. Mais je me dis pas, je veux être en Betclic en 5 ans, en 6 ans. C'est compliqué dans ce métier de se mettre des échelles temps. Mais ouais, mon objectif, c'est d'aller au plus haut niveau. Et la Betclic, c'est peut-être pas le. Enfin, voilà, je peux peut-être. Moi, j'espère plus et voir plus haut. Et Mhm. à cette époque-là, donc je commence à coacher. Oui, c'est loin la Betclic, mais c'est pas. Mais surtout, on me dit, c'est pas possible d'atteindre la LNB sans passer assistant. Euh, Souvent, il faut passer par de l'assistanat. C'est compliqué de monter en tant que coach tout seul, de N2, N1, Pro B, Pro A. Soit on monte avec son équipe, ce qui est arrivé avec Pascal Donadieu. Ouais. Mais Pascal Donadieu, enfin, ce qu'il a fait, c'est un ovni Mhm. Ça, ah, c'est clair. dans le bon sens du terme, hein, dans le basket français. Et moi, on me dit, mais c'est pas possible, Julien, si tu veux atteindre le haut niveau, il faudra qu'un jour tu passes assistant, il faut te faire un nom en LNB, assistant, et peut-être que. Moi, je pense que je peux être un très bon assistant. Mais aujourd'hui, enfin, j'ai jamais voulu être assistant. Assistant, c'est pas le même métier. Je suis un leader. Il me faut le lead, il me faut le pouvoir décisionnel, il faut que je puisse. Donc, du coup. Moi, en N2, je me dis, j'irai en N1. En N1, je me dis, j'irai en Pro B. En Pro B, je me dis, bah, j'irai. Et sans me dire, demain, il faut que j'y sois. Mais ouais, pas toujours cru. En tout cas, je me suis jamais dit que c'était impossible. Pourtant, on me l'a dit que c'était impossible de faire ce chemin-là. Et je pense que dans le milieu, là, si on regarde aujourd'hui, des entraîneurs Betclic ou Pro B, je pense à Moitassim Renam, Ouais, qui était à ouais, Chartres. ouais. On a commencé l'un contre l'autre à Aubenas-Feur en N2, après Pont-de-Cherruy-Feur en N1, après il est parti. Mais sinon, des gars qui ont. Faudrait regarder. Mais en tout Ouais, cas, ouais, en tout cas, effectivement, ça inspire. Tu as un parcours inspirant, moi aussi. Et c'est intéressant justement que tu te donnes pas que tu te mettes pas de barrière, quoi. Et ça, ouais, c'est hyper intéressant et valorisant. Il faut valoriser les mecs comme toi, comme moi, qui arrivent à avancer tranquillement mais sûrement et se retrouver aujourd'hui à à être coach en Betclic et de participer à un All-Star Game. exactement. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on fait partie du All-Star Game? Ouais, c'était incroyable. Euh, Bah déjà, j'ai changé de monde, hein. En 2018, j'étais encore à Feur, on montait de N2 en N1. Euh, donc en très peu de temps, ça a été très vite. Quand je dis j'ai changé de monde, c'est que. euh, Comment dire?
déjà, moi, ma personnalité, je suis pas quelqu'un qui se met en lumière, Ah, valeur, ouais. en valeur, je reste plutôt dans l'ombre. Le All-Star Game, c'est un petit peu tout l'inverse. Mm. Et moi, je passe de Ouais, la N2, la N1 Pro B, et ma deuxième année en Pro B, j'arrive. Bon, c'était incroyable. Le All-Star Game, c'était incroyable. J'ai passé un moment. Ouais, j'étais le premier fan de toutes ces stars au premier rang, quoi. Et j'ai pu côtoyer, j'étais avec Tuomas Isalo. Donc on a préparé un ou deux trucs ensemble, on a déjeuné ensemble, on a passé du temps ensemble, discuté. Alors c'était que 48 heures, mais c'était Ah, bah, ouais, c'était 48 incroyable. belles heures. Ah ouais, je me suis retrouvé dans le vestiaire à me changer avec Mike James, TJ Short, Tyson Ward. Ouais, c'était une petite parenthèse, comme on voit des fois dans les dessins animés, le gars il s'endort et puis il rêve à ce qui peut être. Ouais, la petite parenthèse étoilée, ouais, Ouais, là, j'ai pris le train avec ma famille, on est arrivé là-bas, c'était des étoiles pendant 48 heures. Non, c'était incroyable. bah, c'est J'ai top. un souvenir. Ouais, c'était extraordinaire, vraiment. Et est-ce que ça fait partie des plus grosses anecdotes ou en tout cas des moments les plus, on va dire, les plus beaux que tu vis dans ta carrière d'entraîneur? Ouais, quand même. Bah, surtout le truc, ouais, qui est venu vite, un peu, pas improbable, mais Inattendu. ouais, inattendu. Euh, Ça se reproduira peut-être jamais. Et surtout, il y en a, bah, il y a enfin, il y a quatre places pour beaucoup, beaucoup de monde. Et ouais, c'est une vraie belle anecdote et un vrai bon moment. Il y en a d'autres, mais ouais, je pense que dans 10 ans, si on me demande, il est dans le top 5 là. Ouais, est-ce que c'était vraiment top? Ouais, tu m'étonnes, ça doit être quelque chose de, ouais, de formidable. Ouais, Formidable. C'est la parenthèse enchantée, comme tu disais. Ouais, exactement. c'est quelque chose comme ça. Tu parlais tout à l'heure de ne pas te mettre de limite. Alors, est-ce que l'étranger, c'est quelque chose qui pourrait te plaire? Ouais, ouais. Honnêtement, oui, les limites, pour revenir à ça, les limites, c'est souvent les autres qui les mettent, hein. Ça, c'est Ouais. impossible d'écouter un peu ce qui. Alors, c'est un monde hyper concurrentiel, c'est sûr, mais si on croit pas en soi, il n'y a pas grand monde. Enfin, personne ne le fera pour nous. Donc, je pense que c'est important de croire en soi. Et pour revenir à la question, oui, l'étranger, pourquoi pas? Ouais, en plus, au-delà du basket, c'est moi ce que j'aime, c'est découvrir de nouvelles villes, enfin, découvrir une nouvelle. Chaque club a une culture différente. Alors, l'étranger, c'est un nouveau pays, une nouvelle culture de vie. Et ouais, je suis aussi ouvert à ça. C'est ouais, ouais, pourquoi pas? Il y a des championnats qui sont hyper intéressants. Ouais, Bah ouais, carrément. Alors, on a vu avec Rachid Méziane qui, c'est qui incroyable. grimpe, qui est incroyable. Et, et du coup, ça inspire. On se dit, bah allez, hein, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas moi? Et c'est clair qu'il y a il y a des endroits sympas et puis il y a du basket partout. Alors du coup, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut aller découvrir n'importe quelle culture un peu partout, quoi. Ah bah là, le basket, c'est universel. Et ouais, ouais, c'est après avoir l'opportunité, j'imagine que c'est encore autre chose. Mais en tout cas, moi, si demain j'ai l'opportunité, clairement, je réfléchis, oui. Bah c'est top, c'est top. Tu parlais du coup tout à l'heure de La Rochelle, de ton début de saison. Alors comment il se passe? Je tiens quand même à te féliciter pour tes deux dernières victoires là. Ça met du baume au cœur et c'est important. Et quels sont les objectifs du coup à moyen et long terme? Donc, si on parle à moyen et long terme, c'est pas cette saison. Ou À ce- toi de comprendre la question comme tu l'entends. Donc, déjà, merci pour les félicitations. Ouais, les deux victoires, là, elles font du bien. Cette saison avec La Rochelle, bah, on fait le grand écart. La saison dernière, on perd quasiment pas un match. On fait une saison incroyable avec une équipe incroyable, des joueurs incroyables qui jouent pour l'équipe. Cette année, bah, on démarre déjà. L'objectif de cette saison, c'était de se maintenir. Nous, clairement, on arrive avec le plus petit budget de Betclic. Là, on serait dixième budget de Pro B avec le budget qu'on a. Donc, Ouais, ouais, ça fait ouais, peu, hein.
3 millions 4. 3 millions 4, par exemple, Juan à 4 millions 8. C'est donc nous c'est sur la ligne de départ, c'est quasiment mission impossible. Donc nous l'idée c'est bah, enfin, de toute façon, il n'y a que ça, c'est on joue notre chance à fond et on joue le maintien. Voilà, la saison démarre autant l'année dernière, tout se passe comme ça doit se passer, tout s'aligne, même dans notre malheur, il y a Lucas Ergotte qui se fait les croisés l'année dernière. Il y a Thomas Ville de dispo, il est là, boum, la dynamique change pas, il nous apporte un vrai plus. Enfin, là, cette année, c'est totalement l'inverse. On démarre déjà, notre poste 2 arrive, Flanagan arrive blessé. Dans mon système, les postes 2 sont hyper importants. La mayonnaise prend pas. On n'a pas beaucoup d'argent, donc on fait des paris sur des joueurs, forcément. Mm. Et c'est là-dessus où je suis le plus déçu, c'est j'ai passé beaucoup de temps à parler de valeurs et de beaucoup de choses avec les joueurs. Je me, je me dis que beaucoup des joueurs venaient soit enfin certains venaient ou du Kosovo, Tyler Cheese lui jouait en Pologne, Sam Sessom au Kosovo. Je me dis pour eux c'est une vraie opportunité et ils vont nous le rendre quoi. Ça n'a pas du tout été le cas. Euh, Bon, toujours est-il que du coup la saison est compliquée, la mayonnaise prend pas. On a des pépins. On démarre déjà aussi avec de tête sur les 7 premiers matchs, 5 matchs à l'extérieur. Ouais, vraiment pas évident, ouais. Ouais, donc bah voilà, un concours de circonstances fait qu'on démarre vraiment pas bien et puis après on enchaîne beaucoup de défaites. Le constat est que je pense qu'on était loin du niveau de la Betclic. Depuis quelque temps, on joue de mieux en mieux. Là, on vient de valider, de concrétiser un petit peu ce mieux et ce meilleur basket qu'on pratique et plus en équipe. Donc, on vient de gagner 2 matchs. Voilà, donc pour répondre à ta question, c'est pour ça que je contextualise un peu. Pour répondre à ta question, à très court terme, nous, il n'y a que le maintien. Là, on vise que ça, même si bah, aujourd'hui, je pense qu'on a 5% de chance de se maintenir. Ouais, mais il y a 5%. 5%, c'est ce que je dis aux gars. Et c'est ce qui va nous animer. Et si on peut en gagner on a 3 victoires, un quatrième, un cinquième. Donc à très court terme, donc ça veut dire jusqu'à la fin de la saison, c'est se battre les 11 matchs qui restent et peut-être plus s'il y a des play-in, enfin si on incorpore les Mhm. play-offs au B, c'est se battre jusqu'au bout. Après, si je réponds à ta question comme je l'entends, donc moyen terme, ça veut dire l'année prochaine et l'année d'après. Euh, Ça sera rebondir. Euh, il y a eu du changement à La Rochelle. Il y avait un projet de salle, d'arena qui devait arriver. Mon contrat était lié à ce projet de salle. Ok. J'ai j'ai prolongé jusqu'en 2029 cet été avec ce projet de salle. Aujourd'hui, le maire vient d'annoncer qu'il n'y aurait pas de salle. Euh, Oui. voilà, donc le projet aujourd'hui est un peu, pas flou, mais je pense qu'il faut qu'il prenne un nouveau tournant. Émeric, le DG, bosse dessus. Il y a un plan B. Ça sera peut-être agrandir la salle existante. Donc, à court terme, nous, c'est le maintien. Si on se maintient ou si on se maintient pas, l'année prochaine, qu'est-ce qu'il en est? L'année d'après, en tout cas, il y a un projet avec des hommes. Et là, il a un peu changé, mais le plan B, on devrait en parler rapidement. Là, je veux pas. Donc, comment on se projette? Eh ben, en tout cas, peu. Et c'est Emric, c'est pour ça que je parle d'Emric, c'est Emric qui le fait pour les saisons à venir. Et nous, le sportif, l'opérationnel, toute notre énergie et toutes nos forces vives dans tout donner Ouais, jusqu'à la fin de dans la saison. bataille. Dans la Voilà. Et bataille. la direction est en train de nous réorienter le projet pour les années à venir. J'entends. Merci en tout cas de ta franchise et de livrer, et de livrer ce que tu penses et ce qui se passe, et c'est agréable. Alors justement, avec une dynamique de défaite, comment on s'en sort, entre guillemets, comment on arrive en tant qu'entraîneur quand on perd, à réussir quand même à remotiver les troupes et aller gagner des matchs et continuer de croire enfin, et surtout pouvoir toujours se maintenir. Comment t'as réussi, toi, ton staff, la structure, à inverser la tendance sur ces 2 derniers matchs, notamment? Déjà, c'est une situation qui est dure. On a, Ouais.
enchaîné beaucoup, beaucoup de défaites. Euh, il faut se renouveler. J'avais rarement, pour dire jamais, peut-être la première année, le début de saison, mais jamais aussi long, été en situation d'échec ou en difficulté. Donc j'apprends aussi beaucoup sur moi. Comme je le dis depuis le début, moi je suis toujours dans une démarche voilà, de me construire, de progresser. Donc j'essaye de progresser. Je prends pas ça comme une fatalité. Et forcément, quand tu es le coach et le leader, si tu arrives et que tu crois plus ou que tu lâches un peu, c'est mort. L'idée là, c'est bah, de se servir de cette situation pour progresser. Donc on s'est remis en question, c'est réinventer, on a essayé de changer des choses. Par exemple, on s'est un petit peu détaché du résultat. On a essayé de trouver des objectifs plus facilement atteignables en attaque et en défense, 2 et 2, 4, pour pouvoir valoriser des bonnes choses aux joueurs. Moi, j'ai tendance, l'année dernière, on gagne beaucoup. Je m'occupe des feedbacks sur les matchs collectifs. Euh, J'avais tendance à, quand tout va bien, c'est ce qu'on doit améliorer. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait en défense et en attaque? Là, j'ai changé beaucoup. J'ai essayé de mettre du positif. Euh, Bah, de garder les gars, de garder le niveau d'exigence, mais d'essayer d'être plus tolérant et de comprendre parce que c'est compliqué pour les joueurs aussi. Et Carrément, hein. essayer de garder une atmosphère. Alors, je dis pas que c'est facile, mais une atmosphère, arriver le lundi, une atmosphère positive et de pas être toujours dans le dur. Ils savent voilà, de garder le groupe avec moi, de garder les. C'est pas tous les jours facile. Après, j'ai des joueurs hyper importants, hyper intelligents. Je pense à Lucas, bah, Lucas qui s'est blessé, mais Lucas Ergotte, à Gaëtan Claire, à Jérôme Sanchez, à Matthéo Leray, les Français qui qui me suivent et qui véhiculent ça. Et on n'est pas toujours d'accord, mais ils savent où on veut aller. Je pense que c'est important en tant que coach dans cette situation de ne pas s'isoler. Ouais, t'as une assise qui te permet Ouais. de Et, garder du lien, ouais. et je pense que la dernière des choses, et la plus importante, euh, on a écarté quelques joueurs, Sam Sessom ou Tyler Cheese un peu plus tôt, qui certes mettaient enfin, qui n'avaient pas les attitudes que j'attendais et qui sont non négociables sur l'investissement pour l'équipe, le body language, tout ça. Et on a recruté Joshiko, le Saibou depuis quelques temps, mais le vrai gros changement, c'est l'arrivée de Tom Digbe aussi. Ça serait de dire que c'est le coach, on a inversé la dynamique parce qu'on a fait ça, 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 ça. Oui, nous, on a une petite part de responsabilité, mais on a surtout recruté un joueur qui a du talent et qui a un niveau supérieur à ce qu'on avait avant. Et il a apporté une vraie plus-value, et de la confiance, et des points. Donc, Ouais, il y a il y a un alignement qui fait que Greg Munzner, il parlait d'alignement, ouais, de combinaison qui marche. oui, combinaison qui marche, mais je pense qu'on aurait pu continuer à valoriser, à être positif, à faire des feedbacks positifs, et sans ajout de talent. La Mhm, mhm. réalité, c'est qu'il y a Tom, donc ça serait. Enfin, la réalité, c'est qu'il y a Tom Digbeu qui nous apporte le talent qui nous manquait et du coup de la confiance pour les autres. On voit qu'on retrouve le sourire. On a un leader qui met des points en attaque quand on est en difficulté. Voilà, ça serait. Faut Ouais, arrêter. ça soulage. Oui, ça soulage, mais de se dire, ah, c'est le coach, c'est ce qu'on a fait. Non, c'est les C'est joueurs. un ensemble de choses. Et c'est surtout l'arrivée d'un fort joueur. Ah, mais faut être humble hein, dans ces situations. Et c'est tout à ton honneur, justement. Toi qui as pu côtoyer plusieurs divisions, à ton sens, quelle division est la plus compliquée à maîtriser, mais surtout enfin, et surtout dans laquelle tu t'es senti le plus à l'aise? J'ai coaché dans toutes les divisions sauf la R1 et la N3. Mais j'ai fait départemental 2, 1, R3, R2, N2, N1, Pro B, Betclic. Donc je peux pas parler de la R1 et de la N3. Bon, j'ai joué, hein. Non, après chaque division,
chaque division a ses spécificités, ses particularités. Euh, Après, c'est du basket, hein. Je pense que cette année, on est en difficulté parce qu'on n'a pas les- l'équipe avec les caractéristiques qui collent à la Betclic, mais parce qu'il y a un problème de recrutement et économique. On voit qu'on match un petit peu plus dans les qualités athlétiques en ce moment, donc on gagne des matchs. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui on perd en Betclic que je pense que la division est Plus plus difficile à maîtriser, ouais. difficile Mm. à maîtriser et ça reste du basket. Il y a de très bons tacticiens et techniciens en N1. Il y en a de très bons en Pro B, il y en a de très bons en Pro A. Euh, Il n'y a pas une division où je me dis. Je pense que le plus dur à maîtriser et à sortir c'est la N1. Mais parce que la N1, c'est un niveau pro, mais c'est encore pas pro. Il y a beaucoup de déplacements, même s'ils ont coupé en deux, il y a beaucoup de déplacements dans des conditions plutôt précaires pour certains clubs. Mhm. Avec Feur et avec Vitré, on a fait du minibus pour traverser la France, pour jouer le jour même ou des trucs. Et ça reste un très bon niveau. Euh, Toutes Ah, il y les en a équipes beaucoup, sont pas il y en a beaucoup capables de qui battre toutes maîtrisent les déjà. équipes. Le tableau, Mm. il est très peu lisible, je trouve. Alors ça a changé cette année, c'est 7 et 7, mais avant il y avait les trois poules. Tu redistribues comme ça, tu joues. Même quand t'es coach et que t'es dedans, tu gardes des Ouais, résultats. En plus, il y a un côté qui est pas du tout, enfin, qui va pas avec l'éthique sportive. Tu gardes des résultats, t'en gardes pas d'autres. Tu as gagné des matchs qui comptent plus. Enfin, la N1 pour moi, c'était compliqué parce que tu veux être très pro, t'es pro, mais les structures sont encore à développer. Aujourd'hui, en Betclic, oui, le championnat est exigeant, en Pro B aussi, mais on se déplace bien, on a des bons hôtels. Enfin, même nous, le plus petit budget, on est quand même dans des conditions très très correctes. ouais, d'autres conditions, ouais, carrément, Donc ouais. je pense que c'est, voilà, au final, c'est du basket avec des spécificités athlétiques de jeu. Mais si j'ai une division à dire pour à vivre, parce qu'on fait quasiment autant de matchs, ou même voire plus, en N1, avec des conditions plus compliquées, ouais, c'est peut-être la N1. Et puis tout le monde bat tout le monde. Et ouais, la Ah, N1. il y a beaucoup de personnes, quand je pose cette question, qui justement me répondent la nationale 1, ouais, qui est la plus difficile à maîtriser. Pour les facteurs, pour les facteurs essentiellement que tu as évoqués. C'est difficile. Est-ce que tu as un rituel d'avant-match? Est-ce que tu vois, on voit de plus en plus d'entraîneurs qui ont ouais, qui ont leur petit rituel, qui se préparent euh, peut-être différemment. Est-ce que toi, t'en as un ou est-ce que classique? Voilà, tu viens avant à la salle, tu fais, voilà, peut-être que tu as quelque chose de classique ou justement quelque chose peut-être d'original. Juste, je rebondis par rapport aux divisions. Mhm. Euh, la Belgique, c'est quand même hyper agréable. Non, tout ce qu'il y a derrière, la logistique, l'accueil, les salles, le public, l'arbitrage. L'arbitrage, les échanges avant avec les arbitres, où ils sont à l'écoute, on peut parler, les relations qu'on peut avoir. Ouah, non, c'est top. C'est top. Et là, je trouve qu'il y a un vrai step de ce côté-là, c'est que on est tous acteurs du jeu, que ce soit les OTM, les coachs, les arbitres, les managers, les clubs. On est, je trouve, tous ensemble pour produire un show assez. Alors, je dis pas qu'on est toujours d'accord, mais au moins il y a Mhm. de l'écoute et Ouais, une espèce de dynamique, quoi. Il y a quelque chose ouais, qui une se passe, dynamique. C'est une vraiment, synergie. c'est moins cloisonné et moi j'apprécie beaucoup. Je reviens à ta question. Quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de stress, ouais, j'avais mon protocole avant le match, je m'enfermais. Maintenant, non. Maintenant, je gère. Alors, je fais du sport tous les jours pour évacuer le stress. Je fais du sport le matin du match, soit de la muscu, soit du gainage, soit je vais courir. Après, ça dépend si on est à l'extérieur, à domicile. Non, je gère.
J'ai appris à. Enfin, j'ai appris. J'ai bossé sur moi et la gestion du stress. On peut me changer mon avant-match. Alors, je parle pas à 30 minutes du match, hein. 30 minutes Ouais. du match, je suis dans le vestiaire, j'ai mes fiches, je mets mon costume. Mais avant, on peut me bousculer certaines choses à domicile, à l'extérieur. Je fais pas tout le temps pareil. Et du coup, j'essaye voilà, de pas être dans une routine. C'est sûr que j'arrive pas à faire la sieste le jour du match. Mais non, j'ai appris à gérer ça et je le vis plutôt bien. Et je trouve que c'est une force maintenant parce que avant, le moins de petites, ça c'était pas là, ça c'était pas là, où il y a un contretemps, il y a lui qui a là, contretemps, pas contretemps, non, je suis Ouais, dans serein. serein, serein, ouais. Beaucoup plus. Et de pas dépendre de tous ces petits facteurs, ouais, ça apporte de la sérénité, je trouve. Bah Je super. fais du sport parce que sinon, bah, ça me permet de libérer beaucoup de Ouais, choses. ça te fait évacuer, ouais, ça te fait évacuer, tu t'évades un petit peu et comme ça tu reviens serein et apaisé. Exactement. On a une question auditrice qui m'a été posée auparavant par Alice Méret que je salue puisqu'elle a été également une de nos invitées et qui coach également sur la catégorie U15 Elite. Et elle te demande ton parcours pour arriver là et si tu avais des conseils à donner pour justement en arriver là. Voilà, voilà ce qu'elle te demande. Mon parcours, alors, euh, bah, mon parcours, mes diplômes d'entrée, enfin, comment j'ai passé tout ça. Ouais, et puis même enfin, t'es passé d'une division à l'autre, comment ça s'est passé pour toi? D'accord. En tout cas, bah, j'entraîne déjà depuis très longtemps. J'avais commencé à passer mes diplômes quand j'étais joueur. J'avais l'initiateur, animateur. Euh, voilà. Après, j'ai joué en N1. J'aurais pu, après la N1, aller directement en DE. J'ai pas fait ce choix-là. Puis j'avais bac+3. J'aurais pu directement aller au DE. J'ai passé le BP. Et avant, j'ai passé, bah, à l'époque, c'était le jeune junior. Alors, je sais plus comment ça s'appelle maintenant. En tout cas, j'allais les dimanches matins. J'ai passé jeune junior. Alors, maintenant, l'équivalent, je... C'est devenu ensuite le CQP et aujourd'hui c'est le DETB. Ok. Donc, je sais que je faisais ça le dimanche après mes matchs, plusieurs sessions le dimanche matin. Et j'ai tenu à passer le BP parce que je voulais tout faire sans passe droit, sans... BP, c'est post-bac, c'est pré-bac. Il y en a qui n'avaient pas le bac. C'est ça? Ouais, il y en a qui peuvent ne pas avoir le bac ouais, pour passer le Je me suis BPGEPS. retrouvé, j'avais 32 ans à passer le BP. Je venais de rompre mon contrat avec Clermont Basket, où j'avais encore un an de contrat à l'époque, en N1, donc pour signer à Feur. Donc j'allais toutes les semaines à Lyon, en BP, sport pour tous, spécialité basket. Euh, voilà, donc j'ai même été faire de l'animation dans les écoles, de l'animation en montagne, on a eu des trucs en montagne, donc j'ai fait ça. Après, j'ai passé le DE. En 2 ans, à l'époque, c'était Gonnet Sport à Lyon. Euh, voilà, c'était plus allégé, comme ça je rentrais tous les jours et je jouais Mhm. encore. Donc, les entraîneurs, les diplômes, les dimanches, le BP, le DE. Et quand j'ai eu le DE, après j'ai coaché en 2015 en N2 avec Feur, en 2017 ou 16, je me suis inscrit au DES, j'ai été pris au DES. J'étais le seul joueur coach de N2 au DES à Paris, donc avec Elric Delors. Là, c'est notre promo, il y a Elric Delors, Ali Bouziane, Dounia Essa, Jean-Paul Besson, Julien Ouais, Cuy. joli cuvée, joli cuvée. Ouais, jolie cuvée. Joli cuvée, ouais. Et je me retrouve avec eux. Moi, il y avait Morgane Belnou aussi, qui a été après à l'Asvel. Euh, Quentin Buffard, qui est à Voiron. Si tu as été à Voiron la semaine dernière, tu as dû le voir. Ouais, je l'ai pas croisé, mais effectivement, ouais, il est là-bas, ouais. Donc, je me retrouve coach de N2 avec tous ces monstres qui sont dans la LNB et qui connaissent tous les rouages du basket. Donc, j'ai beaucoup appris aussi avec eux. Donc, voilà, si on parle de diplôme, comment j'ai passé mes diplômes. Après, j'ai eu la chance d'être joueur à Feur de 2012 à 2015. Et l'idée, c'est que quand ils viennent me chercher à Clermont, il me reste un an de contrat en 2012, parce que je suis de la région, j'avais déjà joué à Feur en N1 de Ok. 2003 à 2005.
euh, en pro. Donc je connais bien Feur et je suis de la région. Et quand je décide de partir de Clermont, je suis en N1, je signe à Feur en N3. Je suis joueur encore, c'est en 2012. L'idée, c'est d'avoir 3 ans de contrat, de moi passer mes diplômes et quand j'ai mes diplômes, de passer entraîneur. Tu fais la bascule, ouais. C'était la condition, parce qu'à l'époque, enfin, j'avais encore 32 ans, j'étais en N1. Voilà, je pars en N3. Là, je dis, je switch et je commence à préparer ma reconversion. Donc, c'était un deal. Donc, je suis passé. C'est pour ça que je dis, c'est particulier, c'est que c'est plus facile. Bah, je finis de jouer en N2 et je coach en N2. Mais ça s'est fait naturellement et c'était dans un accord avec le président, quoi. Ouais, c'est le deal, ouais, c'est le deal, ouais. Donc, voilà comment je suis passé de coach où j'entraînais, là, à faire, j'entraînais l'équipe 2. On a été champion régional 2 cette année-là, à, à coach pro, parce que là, derrière, c'est mon métier, je fais plus que ça. Et puis, comment je suis monté? Feur de N2, on est monté en N1. Après, j'ai coaché à Vitré 3 ans en N1. Euh, j'ai signé à La Rochelle. Il me restait un an de contrat à Feur, à Vitré. Je Ok. veux partir de Vitré parce que j'ai été au bout, je m'entends très bien et je remercie toutes les personnes de Vitré, mais on fait une rupture un an avant la fin de mon contrat. Au mois de février, je leur annonce que je veux partir, on fait ça, et j'ai pas de club. Je me dis que au pire, je prendrai un petit peu de repos, et puis du coup, j'ai eu quelques entretiens, quelques contacts, et je signe à La Rochelle. Et La Rochelle est en play-off. Quand je signe, ils sont au début des play-offs en N1. Et donc je signe, ils sont en N1 et j'arrive, ils sont en Pro B, quoi. Fort. Donc là, merci c'est François Sens, le coach, qui a fait un gros boulot, donc les joueurs. Et donc moi, je n'ai rien fait. C'est à eux tout le mérite. Je suis arrivé, je signe en N1, je suis arrivé en Pro B. Et puis après, bah voilà, après, j'ai coaché en Pro B. L'année dernière, on finit premier de Pro B. On monte pas. On gagne les playoffs de Pro B parce qu'il fallait aller jusqu'à gagner les playoffs. On gagne les playoffs et je me retrouve en Betclic. Bon, j'ai essayé de faire vite, mais Fort. Est-ce que du coup, tu aurais des conseils à donner aux jeunes entraîneurs ou aux entraîneurs expérimentés qui souhaitent, alors peut-être pas le même parcours que toi, parce que chaque parcours est propre à chacun, mais en tout cas avoir la même trajectoire. bah, déjà de croire en soi parce que personne ne le fera pour vous. De pas écouter, c'est impossible, c'est parce qu'il y en a partout et parce qu'on l'entend tout le temps et parce que je l'ai beaucoup entendu. C'est un monde hyper concurrentiel, soyez vous. Et je pense que le plus important, enfin moi, ce qui me caractérise, c'est discipline au quotidien. C'est pas de gros efforts et se dire là, je suis motivé. Il y a des moments forts, des moments moins forts, des moments incroyables, des moments où on n'en peut plus. En ce moment, moi, je vis des moments très compliqués. C'est de garder confiance et surtout le travail du quotidien, tout le temps, tout le temps. Quand je dis discipline, c'est ça, c'est consistency, enfin de la constance dans les efforts. C'est pas ah là j'ai la pêche, je vais bosser, 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 je bosse Ouais. pas. Moi C'est être régulier. voilà, régulier mon travail. Moi, il est constant depuis que j'ai pris mon premier poste en N2 à maintenant. Les résultats, c'est comme ça. Les émotions, c'est comme ça. Ma constance dans le travail, elle n'est pas du tout impactée par tout ça. Mais quand je dis ça, c'est le travail sur soi. Donc moi, tous les jours, je m'impose du sport parce que je sais que je suis équilibré avec ça et je suis meilleur coach. Donc tous les jours, je fais ça. Il y a des jours, j'ai pas envie d'y aller. Il pleut, il vente. Euh, je le fais quand même. Je m'impose un travail quotidien. Et là, le travail de coach, mais il n'est pas corrélé. Je bosse plus quand on gagne, moins quand on perd. Ou voilà. Je ne sais pas si je suis clair, Oui, moi je comprends en tout cas ce que tu veux dire. mais en tout cas, sur une échelle temps, on se dit que des fois c'est loin, on peut se relâcher. C'est juste croire en soi et se donner les moyens et tous les jours, de faire un petit pas. Et même il y a des jours où on n'a pas envie de le faire. Voilà. C'est ce que je dis aux joueurs aussi. Les joueurs, ils aiment bien bosser, ils ont gagné ou fait un bon match, ils vont bosser. Ou alors ils ont fait un mauvais match, le coach leur tombe dessus, ils vont bosser 3 4 jours, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non, que tu joues bien,
que tu joues mal, que tu été à droit, pas à droit, tu as des objectifs, tu sais où tu veux aller, et ton travail, il est tous les jours le même, et tu dois être constant dans les efforts. C'est important en tout cas. C'est important de le souligner et de le garder au goût du jour. Et c'est bien. C'est bien, bien, bien. Tu as coaché du coup N2, N1, Pro B, Pro A. Et donc Betclic, est-ce que tu peux nous raconter ton premier match? Parce que mine de rien, le premier match Betclic doit avoir enfin, doit avoir une saveur, ou en tout cas, il y a une sensation peut-être particulière. Est-ce que tu peux nous livrer un petit peu ce que tu as ressenti sur ce premier match? Nancy. Nancy, cette année, quand je vous dis maintenant, j'ai du recul, je stresse pas, je mens un petit peu parce qu'à Nancy, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Euh, ouais, Ouais, c'est la première, ouais, ouais, c'est. clairement. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Même pour les playoffs l'année dernière, on était tellement dans notre truc, dans le rush, avec la confiance, tout ça, on Mm. abordait les matchs. Là, Nancy, le premier, déjà la salle, incroyable, l'ambiance, on sait qu'il y a la télé, on voit tout le. Ouais, puis je me suis dit, là, c'est la première. Ouais, il y a la famille qui regarde, il y a. Bah ouais, On se tient, c'est. on tient bien à la télé, on est droit. Et ouais, il y avait quelque chose. C'est. Ouais, c'est agréable comme sensation. Vraiment. Nancy. Une ambiance incroyable. Et puis une fois que le match est parti. Bah après, ouais, t'es dans le truc, mais effectivement, l'avant-match peut-être. Et ouais, l'avant-match, quand je dis que j'ai mes routines et tout, là, j'étais pas. Ouais, petite dose de stress supplémentaire à ce que j'avais pu vivre ces derniers temps, enfin les dernières années. Et c'est vite rentré dans le rang. Mais ouais, l'avant-match était particulier, Nancy. Ah, j'étais impatient, vraiment. Un C'est enfant. top. On le ressent, là, tu le dis, on le ressent que c'était un match vraiment particulier et c'est cool. C'est cool, en tout cas, de voir bah, un coach qui a quand même connu de grosses divisions auparavant, qui arrive dans une nouvelle division et ouais, qui est un peu quand même dans l'appréhension. Enfin, voilà, voilà, qui stresse un petit peu ou en tout cas qui vit une première bah, importante pour lui et pour tout le monde, quoi. Bah ouais, ouais. Ouais, puis j'en ai vécu pas mal en 2022. Je suis encore en N1, moi. Mhm. 21 ou 22, je sais plus. À 22, je signe ici, je suis encore en N1. Donc là, il me semble de tête, sinon juillet 2022. Donc ça veut dire que mai 2022, je joue en N1. Donc Ouais. entre 2022 et 2025, enfin, je passe de N1 à Pro B à Pro A. Ça va vite aussi. Et, et même mon premier match en Pro B, je m'en rappelle. euh, En fait, j'ai pas eu, comment dire, tout s'est enchaîné vite. J'ai pas eu le temps de m'y préparer ou de l'imaginer. Et Ouais, boum. t'as tout vécu sur le tas, quoi. T'as vécu tout de suite le Ah truc ouais. Et là, je sans me avoir retrouve d'appréhension, de préparation. Ouais. au départ comme ça. Et putain, je me dis, waouh. Moi, je me souviens encore de mon premier match en tant que coach pro en N2. Quand je switch, mon premier match coaché, c'était à Nord-Ardèche en... en 2015 en N2. Et là, je suis dans ma tête, je me dis, waouh, Nord-Ardèche, et là, je suis à Gentilly. Ah, ouais, t'as dû croiser Jean-Claude Coste alors, du coup, sur Nord-Ardèche. Ouais, quand j'étais joueur, mais là il avait switché, c'était l'entraîneur. Ah, je suis maintenant qui fait des, euh, des webinaires business sur. Ah, Faut que ah, j'y ai pas, moi, j'ai mémoire courte là-dessus. Ouais, mais moi aussi les noms, mais je vois carrément. Ça va revenir. Je te le retrouve. Eh ben, pendant que tu cherches le nom de ce coach, quel est le plus beau souvenir, justement, sportif que tu as pu vivre? Parce que tu en as vécu énormément. Est-ce qu'il y en a un que tu peux sortir et te dire, ouais, c'est celui-là qui m'a procuré le plus de bonheur? Ah, elles sont pas évidentes, mes questions ce matin, ouais. Ouais, parce qu'il y en a pas mal. Et l'année où je monte de N2 à N1 avec Feur, elle est forte parce que c'est enfin, entre guillemets, mon club de cœur et je suis avec des amis avec qui j'ai joué avant. Je suis avec John Benio, on a joué ensemble. C'est mon joueur, Théo Vial.
Il y a beaucoup d'affect et on a fait un truc incroyable. Il y a celle-là. Ah, je dirais quand quand on gagne à Boulazac, quand on monte quand même, qu'on est champion de France Pro B l'année dernière, où là je me suis assis tout seul, tout le monde saute et crie, je me suis assis sur ma chaise. Là j'ai pris 30 secondes pour moi, je me suis dit, waouh, c'est... Ouais, c'est fait. C'est beau. Ouais, et puis c'est incroyable et tout retombe, alors là, les cernes, la fatigue, le stress. Mais ouais, dedans, de se dire, ouais, dedans c'était incroyable. Et ouais, c'est fait. Puis tout qui se relâche et se. Ouais, j'avais même pas la force de. Bon, après, on a célébré et sauté, mais ouais, c'est ce moment-là. Champion de France Pro B avec enfin, à Boulazac, là, à l'extérieur. Parce que c'est la première année où le premier monte pas direct. On finit premier. Ouais, que tu dois gagner au playoff. Gagner les playoffs, tout le monde nous disait ils vont pas se relever, ils vont pas y arriver. On le fait quand même. Ouais, là, quand ça sonne et qu'on gagne à Boulazac, ouais, vraiment top. Eh ben, eh ben, c'est top. Je te pose une dernière petite question. Quel est l'endroit le plus mythique dans lequel tu as pu jouer? Jouer ou entraîner, enfin, ou coacher. Ouais, On est coach. d'accord. Mythique. Mythique ou en tout cas le plus impressionnant, le plus beau à ton sens. Est-ce qu'il y a une salle qui t'a marqué? J'avais joué en N1 quand Limoges était redescendu à Beaublanc. Ouais, Euh, il y a une âme. j'ai revu Beaublanc là en Betclic. Euh, comment dire? Moi, je me suis. Bah, déjà, quand je suis rentré dans cette salle, je me suis dit, bon, le chemin parcouru, tu l'avais fait en N1, là, t'es en Betclic. Ouais, il y a une âme. Alors, je veux pas me faire d'ennemis Limougeaux, c'est peut-être pas la plus belle, c'est peut-être pas la. Il y a on a joué à Orléans l'année dernière, la salle, elle est incroyable. Mais ouais, Beaublanc, ils ont chanté tout du long cette année. Nous, on est derniers. Limoges était pas super bien classé. Enfin, c'est pas la grosse affiche, mais Beaublanc est plein. Ils ont chanté tout du long. Il y a une vraie ambiance, il y a une âme. Ouais, on a pris un moment avec le staff, on se retourne, on a savouré. Regardez, quoi. Ouais, ouais. Il y a quelque chose quand même, vraiment. Tu sens Beaublanc, je dirais. Bah, super. Je te remercie en tout cas pour ce moment passé avec moi, avec nous. J'espère que les internautes vont nous suivre en masse parce que l'interview est hyper intéressante. On te souhaite du coup que du bon, que ces 5% de chance bah, se concrétisent et que tu restes en Betclic la saison prochaine. Et puis à très bientôt à tous. Suivez-nous continuez de nous suivre sur YouTube, sur Spotify, sur Instagram. Il y a d'autres interviews qui arrivent et on poste celle-ci dès aujourd'hui. Merci à toi, Julien, Oh, et merci très à vous. sympathique comme moment. Très bon moment. Content d'avoir partagé ça avec toi, avec vous. Et continue, franchement, c'est top cette émission. Et on a besoin de ça pour le basket, pour notre passion. Et... Non, c'est top. Eh ben, Bravo. merci beaucoup en tout cas, ça me fait plaisir. À très bientôt à tous. Merci, Julien. À plus Au tard. revoir. À bientôt.